Salut YouTube, salut Runeterra. Oui, je sais, je vais pas les révélations cartes alors qu'il y a eu déjà au moins 5 lots, 6 lots de déjà révélés. Oui, j'ai un retard considérable avec la révélation des cartes et je vous prie de m'excuser, le début de semaine a été assez sportif. Donc on va rattraper tout ce retard là en nous tapant toutes les cartes. Alors beaucoup ont déjà donné leur avis dessus, beaucoup ont déjà exprimé plein d'idées. Ceci dit, cette fois-ci, c'est à moi de m'y coller, même si j'ai presque une semaine de retard. Alors, on va commencer avec Viego. Viego qui est un champion que j'apprécie énormément. Viego, la première fois, à chaque première fois de chaque ronde, lorsqu'un allié meurt, j'invoque une Encroaching Mist. Alors Encroaching Mist, c'est cette carte que vous voyez juste en dessous. Pardonnez-moi, je suis sur Mobalytics, c'est en anglais et j'ai très peu de traduction. Donc bref. Ça va invoquer des Mists qui vont donner plus de plus 1 à ces propres Mists là et à tous les Viego où qu'ils soient. Tous les Viego alliés bien entendu. Donc chaque fois qu'un allié va mourir chaque première fois de chaque round, ça va invoquer ce truc là qui est pareil 1-1 qui va filer qui va devenir donc 2-2 en s'invoquant et qui va faire passer Viego à 6-5 et ainsi de suite. Alors évidemment pour ça il va falloir les ressources pour pouvoir tuer nos propres créatures, mais on est dans Île Obscure et Île Obscure a déjà un panel rempli de créatures et de sorts pour pouvoir tuer ses propres créatures. Donc je me fais pas trop de soucis à ce niveau là. Notons aussi que 5-4% ce sont des stats qui sont tout à fait raisonnables. On ajoute le redoutable avec ça, on a une carte qui est quand même bien dans ses stats. Et alors plus le level up est phénoménal, on garde la même mécanique d'invoquer des Mists à chaque round si on tue des alliés. Et en plus on peut voler l'ennemi le plus fort de ce round, si c'est un champion, on le tue à la place. Franchement c'est caviar. Viego a vraiment un effet, comme disait Rubinzo, qui est assez associé à la brume, qui soit vole, soit corrompt, soit tue tout ce qu'elle croise. Et donc je suis très content que Viego colle vraiment bien à cette idée qu'est la brume sombre. En plus il a des stats qui font qu'il est effectivement menaçant, tout comme il est littéralement dans le lore. Donc on est vraiment sur des bonnes bases très correctes, je suis très content. Son adversaire présumé pour cette expansion, Ashcan, donc une sentinelle de la lumière, qui est 2-2 pour 2, vous ne faites pas avoir, les cartes que vous voyez en premier à gauche, c'est les level up, c'est pas les level 1, les level 1 sont à droite. Donc Ashcan, qui est une 2-2 pour 2, attaque rapide. Quand je suis invoqué ou que je frappe, invoquez un palace du Seigneur du Guerre ou réduisez son décompte de 1. Ce qui est déjà pas mal, puisque du coup, tour 2, il y a peu de créatures. Enfin, il y a en vrai quelques créatures qui ont 3 de vie et qui peuvent éventuellement rendre l'appareil à Ashcan. Mais il n'y en a pas beaucoup, toutes les régions ne le joueront pas, et ça ne rentre pas forcément dans tous les archétypes de deck. Donc Ashcan est plutôt cool, hein. On est littéralement sur une Diana, qui en plus va synergiser avec les sites. Et donc son level up est que lorsqu'il est invoqué, qu'il level up ou qu'il frappe, il invoque un Warlord Horde, je n'ai plus la traduction, et il avance au décompte de 1. Donc on a un champion qui, quel que soit son level, synergise énormément avec des sites. Et ces sites-là, ils sont ici, voilà. Le palace qui est en bas, ici, c'est donc pour un countdown de 8, les deux sites ont un countdown de 8. Créez une relique du pouvoir dans la main lorsque le décompte arrive à 0. Lorsque vous ciblez des alliés, avancez mon décompte de 1. Alors le fait de cibler des alliés, et d'ailleurs ça va être la même chose avec le Warlord Horde, le fait de cibler des alliés, moi ça fait instantanément penser à Taric. Sauf que du coup on serait sur un Targon Shurima, on n'oublie pas que ça n'a pas beaucoup de removal à ce niveau-là. Enfin bref, je ne vois pas bien comment ça pourrait être viable de faire ça avec Taric, mais ça reprend au moins la même idée. Par contre, avec Noxus, tel que ça a été présenté dans le trailer, peut-être bien. La relique du pouvoir, c'est cette carte là, voilà, c'est celle-là. Pour 0, choisissez un, faites une prédiction et piochez une carte, invoquez un taureau de grès ou octroyez à tous les alliés plus 1 plus 0. Évidemment, ce sont des sorts instantanés qui ne coûtent rien, d'où l'effet puissant de ces sites. Et alors le Warlord Horde, c'est encore pire, c'est encore plus fort. Ça crée, donc je vais essayer de retrouver ces cartes là. Alors voilà, on a soit pioché 2 cartes, vos cartes sont réduites de 1 ce round-ci, soit octroyer à tout champion ou qu'il soit bouclier anti-sort et plus de plus 2,
ou soit le dernier, je sais plus où il est passé, et je pense qu'on va le retrouver, voilà c'est ça-ci. Octroyer à tous les ennemis vulnérables et créer en main une carte d'un coup de 0 de l'allié le plus fort mort lors de ce round, lors de cette partie. Donc voilà, le Warlord Horde qui est extrêmement fort ici. Et on n'oublie pas que Ashcan est disponible 3 exemplaires dans chaque deck, donc typiquement les deux Warlord Horde, le Palace et le Horde, pardon, le sont aussi en 3 exemplaires potentiellement. Bon, tout ça c'est très bien, mais il y a un problème avec Ashcan pour moi, c'est qu'il dépend intégralement des sites. Hein, sa mécanique tourne entièrement autour du site, et en dehors du site, bah, c'est juste une 2-2 pour 2 ou une 2-2 ou une 3-3 pour 2 dans le meilleur des cas. Ce qui est un problème parce que bah, on sait qu'il y a beaucoup d'anti-sites. Hein, la présence de Turbotrail dans la méta n'arrange rien à cela. Elle rend vraiment la nécessité d'avoir des anti-sites présentes dans toute la méta. Et donc du coup, Ashcan, bah, j'ai peur qu'il ne développe pas si souvent que ça son truc. Après, avec beaucoup de sorts peu chers, focalisés ou instantanés qui ciblent les alliés, ça peut aller très très vite. Mais il faut les avoir, ça coûte des ressources, ça demande du temps. Pendant ce temps-là, l'adversaire peut très bien répondre. Voilà, j'ai des doutes, je ne suis pas sûr qu'Ashcan sera vraiment viable, sera vraiment fort, mais en tout cas, son concept, lui, est sympa. On va descendre un peu plus bas. Alors, de ce côté-là, on va commencer par la gauche. Alors, le Midnight Raid, c'est un sort qui est créé par le Ruined Reckoner, voilà, 4-3 pour 4 de Noxus, lorsque je viens invoquer justement, enfin créer ce Midnight Raid en main, donc du coup le raid de minuit, qui est donc fleeting, enfin qui est fugace, donc il disparaîtra à la fin du tour, et qui est lent, mais qui coûte 0, et qui permet à un allié de faire une attaque gratuite. Ce qui est, ma foi, une carte plutôt cool. Hein. Ensuite, juste en bas, alors là c'est pareil, Raimfang Pack, c'est une carte qui est invoquée par Raimfang Den Mother, donc littéralement louve, croc de givre, tout comme ça, matrone je crois. Lorsque je suis invoqué justement la 1-1 surpuissance que vous voyez ici, hein, et octroyez-lui +1/+1 pour chaque fois que vous avez gelé des ennemis de cette game. Donc cette 1-1 sur puissance que vous voyez là peut très bien devenir une 3-3, une 4, une 5-5, une 6-6, ce qui est très fort du coup parce que ça vous fait invoquer ce loup qui est 5-5 pour 6, plus une carte qui sera buffée. Alors c'est un tour 6, c'est un tour qui demande de l'impact généralement, mais là c'est quand même une carte assez forte, c'est quand même une carte qui ramène énormément de body, ça va mettre énormément de présence, donc je suis très fan de cette carte là, et nul doute que j'essaierai de la tester dans un Frostbite. À côté de ça, le Crawling Viper Worm, je suis désolé, les cartes sont en anglais encore une fois, je m'en excuse. 3-2 pour 2 de Île Obscure, c'est un dragon, on notera ça. Et quand vous le jouez, je frappe un allié ou j'inflige 3 points de dégâts à votre Nexus. Alors j'aime beaucoup cette mécanique là parce qu'elle est très identitaire à Île Obscure, hein, ce fait de s'infliger des dégâts à soi-même ou à ses alliés pour en tirer une plus-value, c'est tout à fait Noxus, c'est tout à fait Île Obscure. Qui était déjà là présent, et là c'est renforcé, donc je suis content que contrairement à Bridgewater et Shurima avec les rôdeurs, cette fois-ci ils ne tentent pas de partir sur des trucs un peu what the fuck, et qu'ils se contentent de rester vraiment sur l'essence de la région, et qu'ils la boostent, donc je suis très très content. Ensuite on descend un peu plus bas, on va aller assez vite en soi. La 33 pour 3 Kamavoran Soldier invoque une Mist, donc il va aller avec les decks Viego. Le Ruined Dragon Guard est une 2-4 pour 3 de Demacia qui donne +1/+1 à tous les alliés qui ont Fury et qui tuent une unité adverse plutôt. Donc un support pour les Furies, mais enfin je suis pas sûr que ça aurait autant d'impact que son alter ego positif. Qui je rappelle est le lieutenant de la guerre du dragon, la 3-2 pour 2 de Demacia, qui lorsque vous avez un dragon en main, enfin visible, devient une 3-2 Challenger. On a le Kamavoran Dragon, 4-3 pour 4, il obscure, dragon aussi. On notera qu'en plus de fureur, il est redoutable cette fois-ci. Lorsque vous le jouez, même chose que pour la vouivre, vous infligez 3 points de dégâts à vous ou un allié. Et lorsque vous vainquez une unité avec cette carte-là, vous drainez 1 point de dégâts au Nexus ennemi. Alors, je pense que cette carte-là est très fortement destinée à venir frapper un allié. Pourquoi? Parce que sinon c'est une 4-3 pour 4. Et au tour 4, il y a beaucoup de créatures qui peuvent bloquer des créatures redoutables. Et à 3 de vie,
il y a très peu de chances que vous puissiez tirer un bénéfice de la fureur. Mais c'est pour ça que du coup vous allez frapper un ennemi la plupart du temps, je pense. Et donc du coup faire devenir ce dragon une 5-4 redoutable fureur, ce qui est beaucoup plus imposant tout de suite arrivé sur le tour 4. Le désespoir est une carte qui cible une unité qui frappe votre Nessus puis qui la tue. Vous pouvez aussi cibler les créatures ennemies, mais ça ne va pas permettre à Viego de level up, hein, parce qu'il a besoin d'avoir vu des alliés mourir. Hein. Donc vous allez plutôt avoir tendance à cibler vos alliés avec cette carte là pour les tuer et infliger des points de dégâts au passage, mais ça va les tuer. Le Ruin Reckoner, on a déjà parlé, Despair et accessoirement le sort de Viego, on passe donc. Ah, et on passe aux cartes qui ont été aussi révélées, c'est cool, on va pas avoir besoin de faire de changement de page. L'Arénaire retraité, c'est la traduction, est une 2-6 pour 5 de Noxus, ce qui sont des stats vraiment pas ouf, qui a surpuissance et qui fait que lorsque vous le ciblez, vous lui octroyez +1/+0. Alors, je suis pas fan de cette carte là parce qu'elle ne fait rien. Elle n'impose pas d'impact, elle demande de l'investissement sur elle-même pour qu'elle soit rentable, pour qu'elle soit vraiment menaçante. Et au tour 5, vous allez avoir vraiment autre chose à faire, surtout si, encore une fois, vous jouez Riven avec tous les petits fragments de l'âme. Le Rex déchu est une 3-3 pour 5, c'est intéressant puisque sur les révélations c'était une 2-2 pour 5. À voir, la version définitive. Mais en tout cas, lorsque ça envoie un canon barrage, donc je rappelle le sort de Rex qui inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire ou 1 point de dégâts à une fusée ennemie, le cas échéant, et qui fait ça jusqu'à 5 fois en fonction du nombre de cartes que vous avez pioché ce round. On imagine des combos avec la bonne pioche par exemple, mais le problème de ce Rex selon moi c'est qu'il demande pareil un investissement en mana pour piocher des cartes, donc pas avoir un gain de tempo, pas prendre de l'avance sur la game, juste pour piocher des cartes. Tout ça pour un effet qui, je le rappelle, est basé sur l'aléatoire. Donc c'est assez compliqué de se dire que cette carte sera cool, surtout sur un T5, 3-3, ce sont des stats qui sont extrêmement faibles. Là, à ce niveau-là, c'est pareil, je préfère largement le requin, le vrai Rex. Parce que c'est un gros body, ça fait beaucoup plus de tirs de barrage, et c'est plus game breaker à ce niveau-là de la game. Bon. Alors, on a déjà fait la Reimfang d'Endmother, mais Cadre Green le ruiné, ça c'est autre chose. C'est une carte que je trouve extrêmement forte. 6-6 pour 6. Bon, Dragon, Demacia, ce sont des stats qui sont tout à fait normales pour Demacia. Mais, ça a Fury. Vous allez me dire, ok, c'est un dragon. Mais, quand vous le jouez, vous octroyez à un champion ou à un dragon allié Challenger. Ça restera définitivement, et bah, il n'y a pas d'autres conditions pour que ça arrive, juste d'avoir un champion ou un dragon allié. Ce qui est extrêmement simple, imaginez. Alors, je rappelle que c'est un dragon, c'est Demacia. Dans Demacia, qu'est-ce qu'on a en dragon? Et en champion aussi, Shyvana. Donc, vous imaginez le truc, Shyvana T4, on pourrait faire un Viego T5 into un Cadre Green T6. Ça fait une carte énorme, ça fait des créatures qui ont un très gros body. Bref, Cadre Green n'a pas de contre-coup et c'est un effet qui est permanent. J'aurais probablement mis plutôt Conféré Challenger pour ce round. Ça aurait donné moins de puissance, moins de power play à la carte, qui déjà en a beaucoup selon moi parce que c'est un effet puissant associé à une 6-6. Donc c'est vraiment un gros gain de tempo cette carte là, c'est vraiment une carte très importante et je pense qu'elle va être beaucoup jouée à la sortie de l'extension. Je dis peut-être des bêtises et j'exagère peut-être probablement, mais voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Et enfin, la nuée de Scarabée, je sais plus quoi, 8-4 pour 7 Shurima, ouais je sais, mes traductions sont tout à fait exactes, je le sais. 8-4 pour 7 de Shurima, surpuissance, donc 8-4 surpuissance, ah, ça fait mal, souvent ça fait mal. Et lorsque je suis invoqué, créez une copie de moi dans votre main si vous avez fait passer un champion au level up cette game. Alors, pourquoi pas, mais ça coûte 7 mana, ça peut se faire remove, parce que ça n'a que 4 de santé, donc pourquoi pas. Ça crée une value infinie en soi, mais il faut pouvoir la jouer sans que l'adversaire n'ait le temps de se refaire sur le board ou dans la main et de vous éclater la face. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va passer maintenant aux cartes de Sentinelle de la Lumière. Alors, on a fait Ashcan évidemment, avec tout ce qu'il peut faire comme trésor, comme relique. On va plutôt passer directement à ceci. Donc, la première carte qui est le Absolver.
donner à un allié de plus 1 se rendre, et si vous avez fait passer un champion level up se rendre, créer l'Absolver Return, qui est la même chose, donner plus up pour se rendre à une créature alliée, sur puissance. Donc vous pouvez donner pour 4 de mana, plus 7 plus 2 sur puissance, ou vous répartir ça sur 2 créatures, pourquoi pas. Ça va avec le fait de cibler des alliés et donc la condition du palace et du horde, donc pourquoi pas. Et puis ce sont des cartes qui sont quand même instantanées, ça a le mérite d'être mentionné quand même, donc ça peut créer de très grosses phases de combat. On a le grappin, un allié que vous avez ciblé, se rendre, frappe un ennemi, c'est lent, ça coûte 3 mana, mais c'est mieux, c'est largement mieux je trouve, avec les... Ce qui est bien, c'est qu'avec les fragments de l'âme de Riven, en gros pour 4 mana, vous frappez une créature alliée, frappe un adversaire. Et je trouve que c'est mieux dans un sens que la tactique incisive de Noxus qui demande à ce que ce soit une créature avec 5 de puissance ou plus. Donc c'est une autre condition, ça arrive beaucoup plus tard dans la game. Je préfère le grappin, quitte à choisir. Je préfère ce grappin. À côté, la Vécoran Vagabond, lorsque je suis invoqué, invoquer un Warlord Palace ou avancer le compteur de 2. C'est du tour 3 pour 3, ce sont des stats tout à fait honnêtes. Et ça va aller directement dans les decks Ashcan, ça c'est sûr. Les 2 cartes suivantes par contre seront incluables dans tous les decks Shurima je pense. Et ceux que vous jouez Ashcan ou pas, tellement elles sont fortes. Le Vécoran Safecracker est une 4-4 pour 4, ce qui est des stats très potables pour Shurima. Et lorsque vous le jouez, donc c'est même pas de compétence, donnez un allié plus 2 plus 0 pour donner un ennemi moins 2, moins 0. Ça vous rappelle pas une carte ça? Non? Donc c'est très fort. C'est une 4-4 pour 4 qui vous fait un champ des trolls gratos instantanément sans que l'adversaire puisse interagir de quelque façon que ce soit. C'est extrêmement fort, ça prépare une grosse phase de combat. C'est aussi une carte qui peut aussi être utilisée défensivement. J'adore. Franchement, j'adore la carte, c'est très fort. Je pense par contre que vous ne pourrez pas la cibler elle-même. Ça ne pourra pas être une 4-6 pour 4 lorsque vous la jouerez. A côté, le Vécoran Bracer, 5-5 pour 5. Encore de très bonnes stats pour Shurima. Frapper, créer un Lucky Find en main. Lucky Find, c'est cette carte-là. Et j'aime beaucoup parce que ça demande de frapper. Et cette carte-là, avec ses 5 de santé, risque de frapper au moins 2 fois, je suppose, à moins de se frapper un gros ton. Et dans ce cas, ça fera un bon trade, je pense. Donc, les 2 cartes-là, je les trouve vraiment fortes. Je les trouve vraiment cool. Vraiment très cool. Et je suis très content de ce que ça donne, en fait. Donc, on a des mécaniques intéressantes qui apparaissent. Il y a des cartes qui seront probablement pas viables, d'autres aussi, on verra bien. Voilà. Ça reste quand même des bonnes cartes. Ça reste quand même vraiment des très bonnes révélations. Voilà, c'était une révélation très éclair, très rapide. J'ai rebrassé toutes les cartes qui ont été révélées jusqu'à présent. Je ne parle même pas des fanarts qui vont être magnifiques avec l'arrivée de l'événement Sentinelle de la Lumière. Donc j'ai très hâte d'y être. J'ai très hâte aussi de voir quelles vont être les skins alternatives des cartes. Parce que je pense qu'on va avoir du lourd. Je sens que Riven va me plaire. Bref, voilà pour cette révélation des cartes. Globalement, mon ressenti, c'est que je vais beaucoup apprécier les interactions et les mécaniques qui vont naître entre les champions. Du côté de Viego, je vois très bien le deck Matron Citria avec Viego et Shyvana revenir. Et je vois aussi largement arriver un deck Viego et Karim. Parce qu'oubliez pas qu'Ekarim ça coûte 6 mana, ça arrive directement après Viego. Et les cavaliers de l'ombre qui l'invoquent vont mourir à la fin du tour. Ce qui va venir renforcer la condition de level up de Viego. Et par la même occasion celle de Ekarim. Donc je pense qu'il va y avoir du Viego et Karim qui va être conçu aussi. Reste à voir avec quelle région ce sera associé. Puisque, je le rappelle, Viego et Karim sont de la même région. Ça va laisser de la place à beaucoup de possibilités, ça je pense. Et quant à Ashcan, un peu déçu par le design de la carte, bien qu'il soit original, mais je doute qu'il ait suffisamment d'impact. On verra bien ce que ça donnera. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, vous, à laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des cartes qui sont révélées à présent. Quel est votre ressenti par rapport à ces révélations? Est-ce que les champions correspondent à l'idée que vous faisiez d'eux? Et quelle mécanique, au pluriel, avez-vous envie de tester? Comme d'habitude, n'hésitez pas, lâchez un commentaire si vous en voulez. Un petit pouce bleu et vous abonner si vous ne voulez rien manquer de mes vidéos. Moi ça m'aidera pas mal de me savoir à peu près qu'est-ce que vous appréciez du contenu que je diffuse. Et puis ça me donne aussi un petit coup de pouce, ça m'encourage pas mal à continuer. Voilà, merci pour tout, c'était Gag, passez une bonne soirée, ciao.